des années 70, où à l'époque, le punk a développé sa propre culture en créant eux-mêmes leurs propres moyens de communication. C'était le début des fanzines, ces magazines qui étaient photocopiés, pliés et cloués à l'acte et distribués comme ça dans les clubs punk. Et également le fait de faire soi-même sa propre mode. Et il est admis dans notre communauté qu'on est plutôt enclin à faire soi-même, à recycler, à aller dans les solderies ou dans les friperies chez Emmaüs pour récupérer des objets ou des vêtements et leur redonner une seconde vie et les customiser ou customiser, comme on dit. Donc il y a quand même un héritage fait soi-même, hérité des punks. Un peu une sorte aussi de contre-culture, où on est aujourd'hui à toujours nous inciter à acheter plus. On est plutôt, on n'est pas du tout contre la technologie, hein. On a tous des smartphones, on a tous une vie steampunk sur Internet, mais on va s'attacher plutôt à rendre cette technologie uniforme, la rendre unique pour nous. Donc on va customiser nous-mêmes des coques de téléphone, etc. Alors j'utilise ce mot contre-culture avec des pincettes, parce que depuis les années 60, tous les mouvements qui débarquent, les mouvements culturels, sont tous plus ou moins, se disent eux-mêmes d'être contre-culturels. Mais il y a quand même une approche presque politique à se dire, je vais plutôt aller d'abord, si je veux me meubler, je vais plutôt aller chez Emmaüs, récupérer des meubles, racheter des meubles là-bas, en plus ça va servir une bonne cause, et puis les réhabiliter à la maison. D'ailleurs, sur Internet, si vous allez sur les différents groupes Facebook steampunk, on a de temps en temps des gens qui nous demandent je voudrais m'acheter une tenue steampunk. Est-ce que vous avez des adresses de magasins? La première réponse qui arrive, c'est Emmaüs. Parce qu'aujourd'hui, il n'y a pas de magasin, très très peu de magasins steampunk. D'ailleurs, c'est plutôt des magasins rock, fringues rock, qui vont s'ouvrir un petit rayon steampunk. Sauf en ce moment avec Halloween. Si vous allez dans tous les magasins de déguisement, vous allez peut-être trouver quelques tenues de très mauvaise qualité. Et c'est quoi la tenue steampunk? C'est ce que vous avez oui, là? j'ai plein de photos, vous allez voir ça. Ah bon, d'accord. Mais c'est presque ça. Je suis un très mauvais exemple parce que je suis venu en steampunk très très light. Donc on a défini le steam, on a défini le punk dans les grandes idées. Encore une fois, je ne vous ai pas donné une définition précise à dessein. Le steampunk, c'est né quand? On pourrait dire que c'est né avec Jules Verne, même si Jules Verne ne faisait pas du tout de steampunk. En fait, le steampunk est né réellement dans les années 80. Dans les années 80, en pleine période cyberpunk, je ne sais pas si vous connaissez le cyberpunk, c'est les ouvrages de Philippe K. Dick, c'est les films comme Blade Runner, où on est dans un futur plus ou moins éloigné, le monde est séparé en deux, ceux qui vivent dans des cités tentaculaires dirigées par des énormes corporations privées, et ceux qui sont dans ce qu'on appelle la zone du dehors, une zone de tous les dangers où la mort nous attend derrière chaque rocher. Et bien, en pleine période cyberpunk, il y a ces trois auteurs, hein, ces trois jeunes, enfin, c'est pas les photos d'époque, mais trois jeunes étudiants qui, en fait, faisaient comme tous les étudiants en Californie et partout dans le monde, tous les vendredis, se retrouvaient et buvaient beaucoup de bière. Et ça, c'est eux qui m'ont dit, ça explique plein de choses. Et en fait, ils avaient déjà des velléités pour devenir auteurs. Et donc, ils écrivaient des textes, ils se les partageaient. Et la semaine d'après, ils se revoyaient le vendredi d'après avec encore quelques clichés de bière, et puis ils échangeaient sur j'ai bien aimé ci, j'ai bien aimé ça, etc. etc. L'un d'eux, Jeter, réussit à avoir un contrat d'éditeur. Et d'ailleurs, il a fait rentrer son ami Tim Powers, pourquoi pas Blaylock, je ne sais pas, mais son ami Tim Powers. Alors à eux deux, en fait, ils devaient s'incorporer dans une collection de romans qui se passait à diverses époques. Donc Powers a eu le siège de Sienne et Jeter a surtout eu l'Angleterre victorienne. Et en fait, à chaque époque, dès que la couronne britannique était en danger, les chevaliers de la table ronde, Merlin et tout le monde revenaient et rétablissaient la couronne d'Angleterre
sa juste place. Et donc Jeter récupère le 19e siècle. Il s'informe, il ne s'est pas du tout, encore une fois, inspiré de Wells ou de Jules Verne, mais pour son texte d'un écrivain qui s'appelle Henry Mayhew, qui chroniquait la vie des Britanniques de Débafont au 19e siècle. Et ils envoient leur texte, et puis malheureusement, comme ça arrive très très souvent, la collection ne se fait pas, pour diverses raisons. Jeter se dit c'est quand même vraiment dommage, j'ai fait un super texte, comme tous les auteurs, on pense qu'on fait tous des super textes. Je vais le réécrire, et il en fait une suite à la machine à voyager dans le temps. C'est pas traduit aujourd'hui en français, ça s'appelle Morlock Night, les Morlocks étant les grands méchants dans la machine à voyager dans le temps. Et il en fait une suite à la machine à voyager dans le temps. Je vous dis tout de suite la fin, le roi Arthur revient quand même avec la table ronde. Et puis ses copains continuent à écrire, et en fait, fin des années 80, ils sortent ce qu'on va considérer être les 3 romans fondateurs du steampunk actuel. Les Voix d'Anubis, de Tim Worth, Les Machines Infernales de Jeter et Homunculus de Blaylock. Qui sont tous là-haut. Qui sont tous ici. Alors ce qui est intéressant, c'est que les Voix d'Anubis, il n'y a pas du tout de machine à l'intérieur. C'est Coleridge qui voyage dans le temps et qui il y a des histoires de magie égyptienne, de momies qui reviennent à la vie et du voyage dans le temps. Il n'y a pas du tout de machine, contrairement aux 2 autres. C'est important pour la slide d'après, parce qu'à l'époque, pas de blog, pas de site internet. Le seul moyen pour faire sa pub, pas de réseaux sociaux non plus, le seul moyen de faire sa pub et d'espérer être chroniqué par un magazine, c'était d'envoyer son roman et un petit courrier avec un petit courrier l'accompagnant chez les grands magazines de l'époque, Locus, Weird Tales, en France on avait Métal Hurlant. Et donc, Jeter envoie son bouquin, et puis il dit, je vous l'ai mis en plus grand mais je vais vous traduire, personnellement, je pense que les fantaisies victoriennes vont être le prochain truc à la mode. Et si on pouvait trouver un terme collectif pour ce que moi, Blaylock Powers et moi-même écrivons, basé sur la technologie de l'époque appropriée, ce serait le steampunk. Pleine période cyberpunk, logique d'appeler ça steampunk. Et donc c'est en avril 1987 que le mot steampunk est apparu imprimé pour la première fois. Et ça c'est hyper important parce que du coup, la définition de Marianne Webster qu'on a vue au début est totalement caduque parce que Jeter met dans le steampunk ce que son copain Powers a écrit et qu'il n'y a pas du tout de machine dedans. Et c'est pas du tout non plus de la science-fiction. Alors là où ils ont eu les creux, c'est qu'ils ont appelé ça steampunk. Ils ne savaient pas que ça allait par contre devenir le prochain truc à la mode, et notamment en 87, c'est pas du tout devenu le prochain truc à la mode. Il y a eu quelques romans qui sont sortis un petit peu après, notamment l'excellent La machine à différence de William Gibson, qui est intéressant. C'est un grand auteur de cyberpunk pour le coup, William Gibson. Et à part ça, il ne se passe pas grand-chose. Et comme à l'époque, comme tout arrive chez nous en France 10 ans après les États-Unis, ce qui se passe en 97, il se passe ça. Des romans steampunk qui arrivent chez nous. Alors d'abord on a Futur Antérieur. Futur Antérieur d'édition Fleuve Noir, c'est la toute première anthologie française sur le steampunk. D'ailleurs aujourd'hui c'est même plus trouvable. Alors on sent que c'est la toute première parce que l'éditeur à l'époque fait un peu les fonds de tiroir pour aller récupérer dans sa collection de nouvelles qu'il a déjà sous la main, des trucs qui pourraient rentrer dans une définition un peu vague du steampunk. Donc il y a des choses qui ne sont pas trop steampunk à l'intérieur à mon goût, mais au moins ça a le mérite d'être là, ça a le mérite avec Daniel Rich, qui est un anthologiste, d'avoir une super introduction qui vous explique peu ou prou tout ce que je vous ai expliqué juste avant. Mention spéciale pour la nouvelle de Sabrina Calvo, où on suit les aventures de Robert Louis Stevenson, grand écrivain britannique, qui va dans la jungle amazonienne. On suit là tout un temps dans la jungle amazonienne, il cherche une toute petite grenouille hyper rare, il arrive à en trouver 3, et dès qu'il les attrape, il les écrase, il en badigeonne ses chaussures, et ça lui permet de monter, de marcher sur les nuages, et là il rencontre Casimir, etc., plus ou moins,
ça devient complètement n'importe quoi. Mais cette nouvelle est vraiment bien. Et là, on a aussi une des grandes caractéristiques du steampunk, c'est de faire intervenir des personnages hyper connus. Donc là, je vous ai parlé de Robert Louis Stevenson, mais dans Les Confessions d'un automate mangeur d'opium, c'est l'auteur français Cognard de Laclos. Et là, la Lune seule le sait, dont je vais vous parler tout de suite, c'est Jules Verne. Un petit aparté sur les conventions de La Confession d'un automate mangeur d'opium, ça c'est la toute dernière édition, mais dans la première édition, il y avait marqué steampunk en gros, donc ils y croyaient en 97. Et si vous l'avez lu, la fin est un peu bizarre. Effectivement, c'était prévu comme une trilogie, mais le steampunk, comme vous vous en doutez, a très bien marché, et donc ils n'ont pas fait les deux autres. On a une BD ici, Jean Trelawney, qui fait un peu steampunk, c'est un des tout premiers, qui est un auteur français, un dessinateur français, Erangel, de chez moi, de Lille. Par contre, si vous avez un seul livre, si vous voulez ne lire qu'un seul roman steampunk, je vous conseille fortement La Lune seule le sait, parce que pour moi, dans La Lune seule le sait, il y a tout le steampunk rassemblé. Je vous le dis rapidement, début du 19e siècle, des extraterrestres tombent de la Lune, je ne sais pas pourquoi, mais ils tombent en France. Et grâce à leur technologie, la France devient la superpuissance à la place de la Grande-Bretagne. Napoléon est toujours en vie, il est maintenu par un exosquelette extraterrestre très très mal, il est bourré de drogue, il n'est pas content. Et en fait, grâce à la technologie extraterrestre, on arrive aussi à voyager dans l'espace. Et donc il décide de monter une prison sur la Lune, où il va mettre tous les dissidents politiques. Le personnage principal, c'est Jules Verne, qui est envoyé sur la Lune pour aller sauver Louise Michel de sa prison sélénite. Et au passant, découvrir pourquoi les extraterrestres sont tombés sur Terre. Pourquoi ça, c'est vachement bien. Des personnages principaux qui sortent un peu de la vision qu'on en a. C'est hyper bien écrit. Johan Elio, tout ce qu'il fait, c'est vraiment du sirop à lire. Et puis, il y a de l'humour, il y a une réflexion politique. Donc tout ça fait un mélange qui est quand même vachement bien, à mon avis. D'autres personnes vous diront qu'ils vont peut-être me dire celui-là. Mais je pense que celui-là, c'est vraiment pour débuter. Alors, si vous vous dites, je vais commencer par un roman et je vais en lire d'autres, commencez pas par celui-là, parce qu'il y a plein de choses qui vont vous sentir un peu fade après. Mais si vous voulez en lire qu'un seul, c'est celui-ci. Et je vous le dis, en 97, le steampunk n'explose pas non plus. On pensait que nous aussi, ça allait être le super truc. Il se passe deux choses, en fait, dans les années 2000. Il se passe tout d'abord la révolution qu'on appelle le Web 2.0. C'est la création des forums sur Internet, c'est la création des premiers réseaux sociaux. Et donc là, on a des gens qui sont très éloignés et qui deviennent beaucoup plus proches qu'ils n'avaient pensé. C'est là où les premières communautés d'intérêt se créent sur Internet, notamment par le biais des forums, des jeux vidéo. Et il y a également ce mouvement. Le mouvement des makers. Les makers, c'est un courant de pensée qui, au début des années 2000, se pose la question, c'est quand même pas normal que je ne suis pas en mesure aujourd'hui de réparer ma voiture tout seul, ou de réparer mon smartphone tout seul, ou aujourd'hui on a perdu toutes les bases technologiques. Donc la technologie, l'homme n'a plus la main sur la technologie, donc forcément la technologie le domine. Donc ces makers décident de se rassembler d'abord sur Internet et ensuite dans des maker fairs, des conventions de makers. Et là, on va redécouvrir le travail du carton, on va redonner des bases en électronique pour réparer les jouets, par exemple, au lieu d'aller en racheter des nouveaux et en jeter. C'est là où est né le mouvement qu'on appelle les Young Timers, je ne sais pas si ça vous parle, c'est en fait tous ces gens qui vénèrent, tous ces jeunes qui vénèrent les voitures d'avant 1990. Parce que dans ces voitures, il n'y avait pas d'électronique. Tout était mécanique et donc c'est facilement réparable. Et donc c'est des gens qui vont étudier la technologie pour qu'elle soit de nouveau accessible à l'homme et redonner les clés pour pouvoir reprendre contrôle. Et c'est dans ces mouvements des makers que les gens se sont dit l'électronique c'est bien, mais avant tout ça, il y avait une technologie qui était encore plus facile, quoique dangereuse, à prendre en main, c'est la technologie à vapeur. Et donc, il y a une sorte d'alignement des planètes en 2005 à Seattle. On peut dater le passage du steampunk à de la littérature et de la BD à totalement autre chose.
à des créateurs en tout genre en 2005 ou 2006 à la convention des makers de Seattle. Là où on a des gens comme Datamancer. Datamancer nous a quittés il y a quelques années, donc c'est toujours un petit hommage que je lui fais. Lui, il adorait les ordinateurs, mais il adorait aussi les vieilles machines à écrire. Son truc, c'était récupérer les ordinateurs, les désosser totalement et les refaire totalement en marqueterie. Et avec des vieilles touches de Remington. Donc lui, il faisait ça. Donc lui, réinterprétait la technologie moderne avec ce petit twist, ce petit truc rétro. On a aussi des gens comme Kaito. Kaito, en 2005, elle a montré que cette esthétique du 19e siècle pouvait aussi se porter. C'est elle qui a un peu posé, on va dire, les prémices, les bases de l'esthétique steampunk en tant que costume. Alors aujourd'hui, elle est un peu décriée dans la communauté parce qu'elle crée ses costumes, elle les porte, et elle a tendance aussi maintenant à mettre sur Internet où elle se dénude. Donc nous aussi, maintenant, on a notre site Internet payant où on peut voir des jeunes filles se dénuder en steampunk. Je vois ça comme un signe de maturité de notre communauté. Nous aussi, maintenant, on a notre site Internet. On a Jake Van Slat. Jake Van Slat, lui, il dit le steampunk, l'esthétique, c'est bien, mais il faut que ça soit fonctionnel. Alors, Jake Van Slat, c'est un jusqu'au boutiste. Il veut créer une machine, il se rend compte qu'il a besoin d'une forge. Première chose qu'il va faire, il n'en a pas, il va créer sa forge, et après, il va créer lui-même tous ses outils pour pouvoir construire sa machine. Allez voir sur son site Steampunk Workshop, où là vous allez voir plein de machines fonctionnelles qui marchent à la vapeur du coup. Et donc lui, son approche c'était vraiment le steampunk, ça doit être autre chose que de l'esthétique, ça peut être du fonctionnel. Vous allez trouver sur internet par exemple des héritiers de Jake Van Slat qui font des motos qui marchent à la vapeur. J'ai vu un Silex à vapeur cette semaine par exemple. J'ai vu aussi un tigre, quelqu'un qui chevauchait un tigre métallique qui marchait également à la vapeur. On peut faire du steampunk fonctionnel, ça se fait pas trop chez nous en France parce que on a plus de normes et on a aussi sûrement moins de place pour faire tout ça, et peut-être moins d'envie que les États-Unis, j'en sais rien. Mais voilà, Jake Van Slat qui fonctionnel. On a des groupes comme Abney Park qui se sont dit, à la même époque, hein, c'est la même convention des makers, ils se sont dit, on pourrait faire de la musique également, de la musique steampunk, et c'est eux qui ont posé les bases de la musique steampunk, je vous en parlerai un petit peu plus tard. Donc là, on a aussi des auteurs qui sont arrivés. Alors contrairement à nos auteurs précédents, les trois pères fondateurs, là on a des auteurs, Nicolas Le Breton, qui a presque les mêmes goggles que moi, et Gail Carriger, donc français et américain, qui en fait s'inspire de la communauté, se costume comme la communauté pour aller dans toutes les conventions steampunk et porter en fait, incarner leurs ouvrages. Donc Gail Carriger par exemple a fait une série, enfin est fan de thé, donc là vous pouvez voir sa teaspoon dress, sa robe petite cuillère à thé, vous voyez les petites cuillères à thé ici, elle est boulatée elle a des boulattés en joaillerie. Donc là, on est vraiment sur des auteurs qui assument la communauté et qui se costument en tant que tel. Ça, c'était dans les années 2000. Mais maintenant, le steampunk, c'est quoi aujourd'hui, le steampunk, c'est du dessin animé. Alors là, on parle très peu de cinéma steampunk parce qu'il n'y a pas beaucoup de longs métrages steampunk qui pour le coup reprennent toutes les grandes caractéristiques. On a parlé de Wild Wild West avec qui a un peu de steampunk dedans. Là, le vrai long métrage steampunk, le tout premier, ce serait Steamboy qui en fait, j'ai oublié le nom du réalisateur, Otomo. Et en fait, donc voilà, le père de Steamboy a découvert a construit en fait une source d'énergie presque inépuisable qui marche à la vapeur. Et donc plein de gens convoitent cette machine. C'est vraiment un truc très bien. Et la fin, le générique de fin sur toutes les possibilités autour de cette machine est vraiment extraordinaire. On a aussi, plus français, franco-belge, Avril et le monde truqué.
je vous invite à voir avec Jean Rochefort, Philippe Catherine qui fait la voix du chat, et Marion Cotillard qui fait le personnage principal. Et là, on est dans l'esthétique de Tardy, un dessinateur de bande dessinée qui a fait notamment Adèle Blanc-Sec. Juste, excusez-moi, dans les longs métrages, moi je me souviens qu'il y a La Cité des Enfants perdus. La Cité des Enfants perdus, de ouais. Caro, qui était quand même. Alors, c'est à l'époque, je connaissais même pas le mot steampunk, quoi, mais. La Cité des Enfants perdus, il y a une grosse partie steampunk qui est mélangée avec une esthétique un peu années 50, années 70. Il y a ce mélange qui fait un univers hyper particulier. Mais de toute façon, tout ce que fait les réalisateurs Caro et Jeunet, il y a une petite patte presque steampunk dans Délicatessen, un petit peu dans... je vais vous dire une bêtise, donc j'ai oublié le nom. Mais bon, non, beaucoup des... Même quand on regarde ce qu'a fait Jeunet dans Alien, par exemple, on a ce côté, là, on a la machine, on a les boulons et le côté un peu suintant qu'on retrouve dans toutes leurs œuvres. Mais effectivement, mais en fait, comme le dirait mon co-auteur, comme on n'a pas de long métrage qu'on va pouvoir estampiller steampunk, on va aller chercher les petits bouts de steampunk qu'on peut trouver dans les différents films. Alors du coup, il y en a également, il y en a un tout petit peu, c'est moins flagrant, mais dans la série Sherlock Holmes des Guy Ritchie, où il y a des machines qui n'existaient pas du tout à l'époque. Wild West, forcément, La Boussole d'Or, si vous l'avez vu, et puis Mécanique Fatale, qui est sorti, Mortal Engines, qui est sorti il n'y a pas très longtemps. Alors, le roman pour enfants est hyper steampunk, dans le film, c'est un peu moins flagrant. Donc, il y en a, mais on attend encore le film qui sera... On attendait avec Mortal Engines, mais on attend encore le film qui nous mettra encore plus mainstream. C'est de la BD. C'est de la BD. On passe rapidement sur Hauteville House, la plus longue série française et peut-être la plus longue série de BD qui existe sur le steampunk, 17 tomes aujourd'hui. Tout à l'heure, on avait Jules Verne qui allait sur la Lune. Là, le personnage principal, l'agent secret, c'est l'agent Gavroche qui va tenter de combattre les stratégies de Napoléon. Et on a aussi Les Sentinelles, une super série qui se passe pendant la Première Guerre mondiale. Pourquoi je la mets là? Juste parce que déjà c'est une super série. Rapidement, ce sont des sortes de robots mi-hommes, les sentinelles sont mi-hommes mi-robots, et ils marchent avec une pile qui est la pile au radium, qui a été du coup découverte beaucoup plus tôt que par Pierre et Marie Curie. Et en fait, pourquoi je vous dis ça? Parce qu'en fait, dans le steampunk, nous, ce qui nous plaît, c'est le 19e siècle au sens large, et ce côté hyper positif qu'avait la science. À l'époque, au 19e siècle, tout était source de science. On allait théoriser les discussions avec les morts, on parlait de l'éther. Si vous voulez un exemple flagrant, Conan Doyle, le père de Sherlock Holmes, a écrit un livre qui théorise le retour des fées, ça s'appelle The Coming of the Fairies, qui théorise le retour des fées parmi nous. Donc il y a un côté vachement positif à cette science. La science, c'est l'avenir de l'homme, et jusque dans les années 14, où là on se rend compte que la science peut aussi être la destruction de l'homme par les gaz moutards, dans 17 par les chars, etc. Donc là on a une BD qui traite aussi de ça. Et si vous avez une seule BD à lire, comme tout à l'heure avec la littérature, il faut lire La Ligue des Gentlemen Extraordinaires d'Alan Moore et de Kevin O'Neill. Alan Moore, si vous êtes amateur de BD ou cinéphile, c'est les Watchmen, c'est From Hell, V pour Vendetta, tous ces films qu'il a tellement aimés qu'il ne veut même pas être au générique. Mais donc en gros, encore une histoire d'extraterrestres inspirée donc de la guerre des mondes. Les extraterrestres arrivent, les martiens, s'ils arrivent de Mars, s'écrasent sur Terre. Eux, pour le coup, on sait ce qu'ils veulent conquérir la Terre. Et le seul moyen de répondre à cette invasion extraterrestre, c'est de choper une bande de super-héros. C'est un peu les seuls comics de super-héros que j'aime bien. C'est donc une bande de super-héros dirigée par Alan Quatermain, qui est un personnage de la littérature qui ne peut pas mourir sur le sol africain. On a ici la jeune femme Mina Harker, qui est un personnage tiré de Dracula de Bram Stoker, qui du coup est devenu vampire. On a l'homme invisible ici. Ici derrière on voit le Dr Jekyll et dans le miroir Monsieur Hyde.
et le fier capitaine Nemo. Et donc on a cette bande de super-héros qui vont lutter contre cette invasion extraterrestre. Cette bande dessinée, graphique novel, comics, peu importe comment vous l'appelez, est hyper bien dans son propos, en particulier sur ce propos un peu féministe, et également il va se nourrir de votre culture à vous. Vous allez continuellement découvrir des nouvelles choses. Pourquoi ? Parce qu'à partir de la deuxième page, le scénariste Alan Moore se dit maintenant, dès que les personnages principaux vont rencontrer des personnages secondaires ou vont aller quelque part, ce sera forcément une référence historique, une référence culturelle ou une référence littéraire. Par exemple, les personnages discutent dans une rue, il y a un plan avec un mur et une plaque de rue, c'est la rue Morgue, qui est un hommage à Edgar Poe. Et donc en fait, cette BD, vous allez la lire, et puis après vous allez lire d'autres trucs, et puis au bout de 5 ans, vous allez retourner sur cette bande dessinée, et vous allez découvrir d'autres subtilités. Si vous êtes totalement impatient comme moi, il y a 3 bottins qui sont sortis avec toutes les références case par case. Donc c'est de la BD. C'est aussi de la musique. On en parlait tout à l'heure de la musique. Ce qui est intéressant dans la musique steampunk, ce n'est pas les caractéristiques musicales, c'est le fait que c'est la caractéristique fictionnelle. En fait, tous ces groupes de musique qui se revendiquent de la musique steampunk se sont tous créés des personnages et se mettent en scène dans leur musique. Donc, par exemple, là, on a Steam Power Giraffe, qui est un groupe un peu folk américain. Je suis désolé pour les épileptiques. Un peu folk américain. Et en fait, eux, leur truc, c'est des automates qui forment une équipe avec une girafe automate qui marche à la vapeur, Steam Power Giraffe. Là, on a le groupe Victor Sierra, qui eux forment l'équipage d'un Zeppelin. Et donc, au fil de leurs 5 albums, on a on a toutes leurs aventures à travers le temps et l'espace. Mais si vous aimez bien, par exemple, là c'est un groupe de rock, là on a Professor Elemental qui est un chanteur de hip-hop anglais, comme vous pouvez le voir. Et en fait, lui, son truc, il joue une sorte d'explorateur, dandy, un peu maladroit, et il a un majordome qui est en fait un orang-outan, qui lui vole continuellement ses time travel trousers, c'est des pantalons qui lui servent à voyager dans le temps. Et donc dans toutes ces histoires, il voyage un peu dans le temps pour aller récupérer ses affaires et retrouver Geoffrey, son majordome. Lui, il a une définition du steampunk qui est géniale, qui est le steampunk, c'est comme si une convention geek, donc comme la Comic-Con, et une soirée fétichiste avaient un enfant du passé, mais dans le futur. Je vous laisse réfléchir à cette définition. Donc c'est de la musique. C'est également des plasticiens. Alors on met à l'honneur les Français. Là on a Vincent Bénard, un Normand, et Yves Sivala du côté de Metz. Eux ils sont tous les deux dans le recyclage. Vincent lui me dit clairement, moi mon truc c'est de faire les poubelles. Donc il fait les poubelles, les encombrants, il récupère tout ce qu'il trouve et il fait des sculptures, souvent des robots gigantesques. Là vous pouvez aussi retrouver les aventures de Maurice Sandalette, dans lesquelles il se met en scène avec toutes ses créations. Et Yves Sivala, lui, crée plutôt des univers à partir de ce qu'il trouve chez Emmaüs. Si vous êtes de Metz, allez pas la peine d'aller chercher quoi que ce soit chez Emmaüs, il n'y a plus rien. Yves Sivala, il va toutes les semaines pour récupérer tout ce qui est intéressant pour le steampunk. Et lui, il crée ces genres de sculptures. Donc vous voyez, il y a des manivelles. Donc là, par exemple, celle-ci, quand on tourne la manivelle, ça actionne une boîte à musique, une petite lumière dans le hublot là à l'intérieur, et vous avez tout un univers qui tourne sur lui-même. Donc, avec toute cette récup, avec cette approche un peu sombre, il arrive à apporter de la poésie dans tout ce qu'il fait. Donc c'est des plasticiens, c'est aussi de la peinture. La peinture, donc là on a 2 exemples totalement opposés. Sam Van Olfen, qui est un Montpelliérain, lui il fait du sampling graphique, il fait du photomontage. Son truc à lui, c'est d'aller dans des villes. Par exemple, il était sur la Grand Place de Bruxelles, il a passé 2 jours sur la Grand Place de Bruxelles à tout prendre en photo, et retourner chez lui à Montpellier, et recréer la Grand Place de Bruxelles en modifiant plein d'éléments. Donc en fait, c'est une sensation bizarre d'être à un endroit, de reconnaître l'endroit, mais c'est pas l'endroit que vous connaissez. Et Michael Tomaso, qui est de Bretagne, alors lui son truc, c'est comme Jake Van Sleck tout à l'heure, c'est que lui fait de la peinture à l'huile, mais d'abord il crée sa peinture à l'huile,
et il va créer ses cadres lui-même avec de la récup. Et son truc, c'est d'aller. Il a fait toute une série de portraits qui sont inspirés de membres éminents de la communauté steampunk bretonne. Octave Herminoir devant vous. C'est de la peinture et c'est aussi des jeux vidéo. Là, je vous montre un peu que le steampunk, ça passe au travers de toutes les formes de la création. Donc là, on est sur du jeu vidéo. Rapidement, c'est pas un jeu très finaux, hein, c'est les Chevaliers de la Table Ronde, encore eux, qui ont survécu jusqu'au 19e siècle, qui vont dans Whitechapel, peuplés de monstres, et en gros, ils vont nettoyer Whitechapel. Donc on a du steampunk sombre, mais on a aussi le super Bioshock Infinite, où là, on est dans du steampunk flamboyant. Alors, la trilogie des Bioshock a toujours eu une petite teinte steampunk. Là, on est vraiment en plein dedans. Et maintenant, je vous l'ai dit tout à l'heure, le steampunk, c'est d'abord et avant tout une communauté. Une communauté de gens, de vaporistes, qui se retrouvent dans des conventions. On a nos petits rituels. Déjà, on vient tous en ce costume. Donc là, vous avez... j'ai pas trouvé de photo française avec autant de monde. Alors du coup, là, j'ai pris la photo d'une convention en Belgique, qui est la convention... non, je dis c'est bien des Belges, c'est pas la convention dont je pensais, mais... Donc, on a, vous voyez, tous ces gens costumés qui aiment se retrouver autour de pique-niques, autour d'événements, avec des petits rituels, avec notamment des sports, dont le super duel de thé. Alors, on a une juge officielle de la Fédération française de duel de thé, là, qui pourra vous initier tout à l'heure au duel de thé. Où en fait on règle le différend avec un biscuit et du thé, on trempe le biscuit en gros et il faut être le dernier à le manger en entier. Après il y a des figures artistiques suivant le fait que vous fassiez ou non tomber le biscuit mou dedans, dehors ou sur vous-même. Alors on pourra vous montrer, on fait aussi des duels d'ombrelles, c'est une sorte de pierre-feuille-ciseaux adapté avec des figures d'ombrelles. Et qui dit communauté, dit création de son costume. Alors, on dit bien costume steampunk, on ne se déguise pas en steampunk, tout simplement parce que dans le steampunk, avant d'aller en convention, généralement, on se crée un personnage. Ce qu'on appelle le steamsona, c'est son personnage qu'on va se créer, on va se créer son histoire, on va le faire vivre déjà un peu sur Internet, et on va créer son costume qui correspond à sa personnalité, et on va le faire vivre qui sur Internet, qui de temps en temps en convention, etc. Et on va le faire évoluer comme ça. Il y a des personnes qui ont plusieurs steamsona. Je pris quelques exemples rapides. Là, on a le grand locomoteur de la TOSVAB, qui est Antoine Jolivet, qui est l'une des grosses associations belges. On a une nécromancienne ici, donc on a un design, Edolon qui nous a fait un design un peu plus dark. Alors ce qui est marrant, c'est lui, il s'appelle Monsieur Astico, et en fait c'est un créateur de costumes, c'est un couturier, qui en fait, je l'ai croisé sur une convention, et il n'avait pas ce bras mécanique. Et voilà, et donc